Hop. Alors bonjour, aujourd'hui je vous explique comment j'ai choisi mon terrain. Donc il y a des choses que peu de gens font qui sont importantes. Quand on choisit un terrain, il faut regarder deux choses. Il faut regarder, ça peut arriver que le terrain soit en deux parcelles. Que par exemple vous ayez une parcelle qui a un chemin qui mène à votre terrain. Quand vous négociez le prix, il faut considérer que les chemins qui mènent à votre terrain, c'est plutôt de la surface morte. Et donc il ne faut pas hésiter à faire baisser le prix parce que c'est une surface que vous ne pourrez pas utiliser, c'est un passage voiture. Donc il faut vraiment négocier le prix là-dessus. Le deuxième point, c'est comment est orienté votre terrain. L'idéal, c'est d'avoir un terrain orienté sud, c'est-à-dire l'idéal, c'est d'avoir un rectangle. Un rectangle qui fait 1 pour 2, largeur 1, longueur 2, par exemple 30 mètres par 60 mètres, qui fait 1800 mètres carrés. Il faut que la longueur du rectangle soit orientée vers le sud. C'est l'idéal. Et il faut aussi faire en sorte d'aménager son terrain pour avoir un minimum de chemin sur le terrain, pour avoir un maximum de surface utilisable par les arbres et par le potager. Parce que ça veut dire que l'emplacement de la maison doit être au plus près de l'entrée du terrain en fait. Ça évite d'avoir des longs chemins qui font de la surface perdue. Mais il reste intéressant d'avoir un chemin central sur le terrain, vous allez voir pourquoi. Parce qu'en fait, quand vous faites du potager, vous êtes amené à amener de l'amendement. L'idéal, c'est d'amener du fumier. Le fumier de cheval, c'est gratuit. Et si vous avez un chemin central sur votre terrain qui va d'un bout à l'autre, eh bien vous pouvez, avec votre remorque, reculer, avancer pour distribuer le fumier et vous gagnerez beaucoup de temps en fait. Et vous aurez aussi un deuxième effet, c'est l'effet de perspective, c'est-à-dire 1800 mètres carrés, ça peut paraître grand comme ça, mais finalement c'est pas si grand que ça. Et si vous voulez donner l'impression que votre terrain il est beaucoup plus grand que 1800 mètres carrés, le chemin central va donner un effet de longueur où il n'y a pas de plantation et ça va donner l'impression que votre terrain est très grand, que vous voyez loin. Et ça, les gens se font beaucoup piéger quand ils vont sur mon terrain. Ils croient qu'il y a 2500 mètres carrés, mais en fait il y a 1800. Et pourtant j'ai 100 mètres carrés de chemin qui est une surface perdue. Donc visuellement, ils voient un terrain qui fait 1600 et ils croient que c'est 2500. Donc c'est l'effet de perspective, bien agencer ça. Côté nord, il faut faire une forêt, une mini-forêt, ou des haies épaisses, hautes. Dans le but de protéger les vents du nord de la maison, ce qui va vous permettre d'économiser de l'énergie à moindre frais en fait. Voilà. C'est tout simple, le vent refroidit beaucoup les maisons en campagne. C'est un pourcentage non négligeable que vous payez sur la facture de chauffage. Vous pouvez perdre 20 à 30% d'énergie, même sur une maison isolée, à cause du vent qui va refroidir votre maison. Donc je vais vous montrer maintenant. Alors là par exemple, moi dans mon cas, c'est deux parcelles, c'est un petit chemin de 30 mètres qui mène à une parcelle rectangle qui est presque orientée sud. Alors l'idéal c'est quand vous avez un chemin comme ça, pour essayer d'optimiser l'utilisation de cette surface perdue, l'idéal c'est de faire une allée d'arbres fruitiers. C'est copié un peu sur le principe des allées d'arbres quand on va à un château. Il y a un effet qui est assez sympa quand vous allez sur un château et qu'il y a des arbres tout le long comme ça donne un effet, une émotion qui est pas mal. Et bien, faire la même chose mais avec des fruitiers, donc des cerisiers, ça peut être des cerisiers, un peu tous les arbres. Le cerisier c'est facile, donc c'est pas mal de faire du cerisier. Vous faites du cerisier qui fait toute la période de cerise. Vous prenez des très précoces, des pleines saisons et des tardifs. Comme ça, c'est sympa. Voilà. Donc je vais vous montrer. On va faire une visite du terrain. Je vais vous montrer comment moi j'ai mis des chênes côté nord et puis différentes espèces. Alors je mets pas que du caduc, alors, parce que si on veut protéger du vent, des vents du nord, il faut mettre des espèces à feuilles. Donc, et qui gardent leurs feuilles, parce que si vous mettez, là j'ai mis du chêne, mais il n'y a pas que du chêne, il y a du sapin, il y a du laurier, puis moi c'est un peu épais, c'est vrai, j'aurais pu faire quelque chose d'un peu moins épais, mais moi je voulais faire une mini forêt, et puis je voulais faire plusieurs ambiances sur le terrain, parce que je voulais faire un biotope, donc j'ai des chênes, j'ai un petit chemin qui va dedans, c'est assez sympa, je vais vous faire visiter.
Hop. Donc là, en ce moment, c'est la saison des fleurs. Donc tous mes fruitiers sont en fleurs. Donc là, c'est des cerisiers. Donc là, on voit que c'est un cerisier qui est plus tardif, hein, il n'est pas encore en fleurs. Il est en bourgeon. Alors les coins-coins. Alors ça, c'est assez sympa ces arbres parce que ça sent très très bon quand vous passez vos mains dedans. Quand vous passez vos mains dedans comme ça et vous sentez votre main, c'est très parfumé. Alors là, on a le fameux pommier qui a été issu d'un semis. Donc vous voyez le pied, hein, c'est pas un arbre greffé, hein, ça se voit bien. Il a un peu un aspect tortueux et puis un aspect avec multibranches au niveau du tronc, ce qui prouve bien que c'est pas un arbre greffé. Et il a seulement 4 ans et il donne déjà des pommes et c'est issu d'un semis. Voilà, donc ça c'est pour contredire les grandes chaînes YouTube qui disent parfois, qui répètent des choses qui sont fausses parfois. Donc là on a le petit chemin, alors j'ai eu des problèmes de renard, donc il y a un piège à renard qui a été installé. Donc normalement il est en plein milieu du chemin, il y a un filet pour empêcher que les canards aillent dans le piège. Voilà. Donc là on voit il y a un chemin à gauche, un chemin à droite. Voilà, et puis ça permet de faire le tour. Alors on a de la glycine. Alors ça c'est un bonheur parce que en fait il y a de la glycine qui s'est mise à pousser naturellement. Alors j'ai mis des ifs. Alors les ifs c'est bien parce que ça coupe bien le vent, c'est des très bons coupe-vent. Puis c'est pas cher, hein. Les ifs ça se bouture très très bien. Alors c'est des ifs à boules rouges, hein. Alors les boules sont toxiques. Enfin c'est la graine qui est toxique je crois. Enfin j'ai déjà eu des chiens en manger, ils en sont pas morts mais bon. La graine est toxique. Là on a les... alors j'ai oublié le nom, hein, vous connaissez sûrement mieux que les plantes que moi, ça fait des fleurs. Le mieux, c'est pas ça l'idéal qu'il faut mettre. L'idéal c'est de mettre la même chose, c'est Elaeagnus. L'idéal c'est de mettre des Elaeagnus à fruits. C'est plus sympa. Parce que au moins vous avez des fruits. Là c'est un prunier qui va peut-être enfin faire des prunes, j'espère. Ça fait 5 ans qu'il est là, il a toujours pas fait de prunes. Donc voilà. Maintenant je vous montre une optimisation pour le potager. En fait, là vous voyez l'amendement, je fais de la pomme de terre. Et dans ma terre à moi, faire de la pomme de terre, sans mettre de fumier, ça me fait des toutes petites patates. Donc j'ai essayé, et par contre quand je mets du fumier, ça fait de la bonne patate, de la grosse patate. Ça a besoin d'azote, ça a besoin de beaucoup de nutriments apparemment pour ce type de sol. Donc en fait si vous faites... alors moi je vous propose 2 idées auxquelles j'ai pensé récemment. Pour gagner du temps, parce qu'en fait le potager, plus vous travaillerez vite, plus vous pourrez avoir une grande surface de potager, plus vous pourrez vous nourrir et être performant. Faire un potager ça prend beaucoup de temps, contrairement aux fruitiers. Ce qui vous demande du temps, c'est 1 l'arrosage, 2 le bêchage et 3 l'amendement. Parce que vous voyez, j'ai été chercher 3 mètres cubes de fumier. Et l'idéal c'est de pouvoir circuler en voiture le long du potager pour vider la remorque et progressivement distribuer le potager. Alors moi on voit que mon chemin il fait un rond comme ça en fait et alors je circule avec la voiture et je décharge, donc c'est très pratique, ça va très vite. Mais l'autre formule ça peut être aussi d'avoir un potager en forme de U où vous reculez la voiture et vous pouvez distribuer tout le tour et vous pouvez aussi faire une arrivée d'eau au centre et distribuer l'eau. C'est aussi une possibilité qui me séduit beaucoup, moi c'est de faire des potagers où il y a seulement 1 ou 2 rangs, pas plus, et où c'est tout en longueur, sur 60 mètres par exemple, parce que alors là vous êtes avec la voiture, vous allez tout droit et vous videz, et c'est même encore plus pratique. Parce que là, en fait ça me fait 2 chemins qui font théoriquement le tour d'une maison, plus un chemin qui est là, donc il y a quand même un chemin en trop, hein. Ça serait bien qu'il n'y en ait qu'un. Mais bon, moi mon terrain n'est pas très large, donc c'est vrai que c'est pratique de faire le tour et ça m'évite de manœuvrer avec la remorque. C'est plus simple. Mais j'ai un peu de surface perdue, donc c'est pas tout à fait optimal.
Alors sur mon terrain, là, quand j'ai acheté le terrain, il y avait un seul arbre en plein milieu. Le terrain n'avait pas été cultivé depuis 50 ans. Et c'était quand même fauché régulièrement tous les ans pour pas que ça soit enherbé en ronces, etc. Mais le terrain n'avait pas d'intérêt, pas d'attrait. Ça faisait terrain abandonné, quoi. Et puis le seul arbre qu'il y avait au milieu, c'était un amandier, et quand j'ai visité, c'était l'hiver et il ressemblait à un arbre mort. Mais en fait, les amandiers ont toujours ce style qui donne l'impression d'être mort, mais en fait, ils sont très très vivants. C'est leur style d'hiver. Et donc sur ce terrain, j'ai planté 150 arbres. Il y en a, ils disent 150 arbres, c'est pas possible de mettre 150 arbres fruitiers sur un terrain de 1800 m². Je vous montre. On va faire la visite ensemble, vous allez voir. On va faire par exemple juste une ligne droite et on va compter les arbres ensemble, vous allez voir. Et alors donc c'est simple parce que je plante un arbre tous les 2 ou 3 mètres et on peut compter les fruitiers. Donc on va pas compter les non fruitiers. Donc il y a 150 arbres, mais il y a que 120 fruitiers. Donc par exemple là ça fait 1, là c'est une allée de pommiers, ça fait 2, 3, 4, 5, 6, il est un peu en retard celui-là, 7, 8, 9, là on a un amandier là, c'est pas moi qui l'ai planté mais c'est pas grave, 10, 11, noisetier, 12, 13 cerisiers, et à droite il y en a encore, hein. On aurait pu compter, abricotier, 14, 15, j'ai planté une nouvelle chose ici, 16, et là on est à la moitié de la longueur du terrain, on est déjà à 16 et on est sur une largeur de à peine 5 mètres, et ça continue comme ça, donc on va arriver à 30 au bout, hein, déjà. Donc le terrain fait 30 mètres de large, donc c'est vite fait, hein, de faire 150 mètres d'arbres. Donc là vous voyez, là je vous montre un peu, hein, tout est en fleurs. Donc là j'ai creusé un grand bassin, hein, mais c'est une mare pour les canards. Bon, alors, le terrain n'est pas étanche, donc je réfléchis encore comment je vais aménager ça. Donc les bacs que vous voyez là, c'est une future phytoépuration pour le bassin. Donc c'est en cours, hein, c'est en travaux. Voilà. Donc sur le terrain j'ai fait tout un réseau d'eau, parce que moi je paye l'eau, j'ai pas de puits. Donc quand vous avez planté tous vos arbres comme ça, l'idéal c'est de mettre en plus des arbres, alors là j'ai planté à peu près une trentaine on appelle ça des framboises, ouais. J'ai planté une trentaine de framboises. Donc il y en a qui sont plus anciens, les autres qui ont été juste plantés la dernière, on les voit pas, c'est juste des piquets pour le moment. Et donc entre les arbres, il faut mettre des petites plantes, donc framboises, mûres. Ça c'est très intéressant, c'est mettre des aromatiques, comme ça, ça sent très bon. J'ai oublié le nom de cette plante. Moi je vais mordre directement, c'est vraiment très bon. Ça se met dans la salade ou dans les œufs. Là j'ai dû pêcher, mais alors j'ai pas une terre à pêcher du tout parce que j'ai une terre argileuse, donc c'est très difficile de pêcher chez moi. Poirier, pommier, hein, toutes les variétés, hein. Alors systématiquement pour chaque variété, le précoce, le pleine saison et le tardif, ça permet d'enchaîner, c'est-à-dire que parfois on a une alternance sur les arbres. Et si vous avez des très précoces et que par exemple il y a une année où vous n'avez pas d'abricots, eh bien vous pourrez compenser avec des prunes très précoces. Et vous n'aurez pas de rupture de fruits. Alors ce qu'il faut savoir, alors j'ai du mycocoulier qui a été planté, j'ai planté 25 arbres la dernière. Voilà, et donc vous voyez, alors ce qui est sympa, c'est les arbres. Alors on dit il faut mélanger les espèces, etc. C'est faux en fait. J'ai remarqué que les pruniers, ils sont très territoires. Donc là, vous voyez, il y a un poirier qui a été planté et il a la misère, hein. Il a la misère, il n'a pas bien cohabité avec les pruniers. Et à l'inverse, les pruniers cohabitent très bien avec les pruniers. Donc là, on a pruneau d'Agen. Là, on a un prunier qui a fait un rejet de greffe que j'ai laissé faire.
et qui me fait des prunes, rouges qui sont douces, qui sont bonnes. J'ai accepté le rejet de greffe et j'ai laissé l'arbre pousser. Il est très vigoureux, il donne énormément. C'est l'avantage des arbres qui ne sont pas greffés, c'est qu'ils donnent beaucoup plus. Là il y a un pommier mais c'est pareil, il souffre. Donc en fait, faire des îlots par espèce, c'est sympa. Donc là j'ai délimité. Et alors oui, il y a un point important, c'est 1800 m², ça fait toujours peur aux gens. Parce qu'en fait, il faut tondre 1800 m², c'est un boulot pas possible. Et moi j'ai trouvé la feinte, c'est qu'en fait, au début j'ai mis des pierres, j'ai fait des délimitations, et les parties délimitées par les pierres, jamais je les tonds. Bon, de temps en temps, il faut enlever les rejets, etc., ou les ronces, mais ça c'est peu de travail. Et depuis que j'ai des canards, en fait, je tonds même plus du tout, parce que c'est les canards qui se chargent de tondre, et éventuellement il faudrait tondre une fois par an. Donc du coup, là quand on voit les choses comme ça, en fait 1800 m² c'est trop petit. En fait, avec cette technique que j'utilise, je pourrais facilement gérer 3000 m² en travaillant assez peu finalement. Voilà. Donc quand on aménage bien son terrain, on gagne beaucoup de temps et c'est des points importants. Et ce que je peux vous montrer aussi, c'est comment je fais pour gagner du temps à l'arrosage. Voilà, alors je vais vous montrer. Donc pour gagner du temps à l'arrosage, il y a plusieurs techniques. La première technique, c'est d'avoir des bassins proches de son potager. Donc le bassin a pour but de réchauffer l'eau, d'éclairer l'eau par évaporation et dynamiser l'eau par le soleil. Donc pour arroser les jeunes arbres, il n'y a rien de plus rapide que de remplir le seau comme ça, plutôt que d'attendre avec un tuyau d'arrosage et le remplir qui est très long. Donc ça c'est un premier moyen de gagner du temps. Le deuxième moyen de gagner du temps, par exemple si vous voulez arroser votre potager avec un arrosoir, vous agrandissez les trous de votre pomme d'arrosage. Et ça c'est pas négligeable parce que là vous gagnez beaucoup de temps. Ça va beaucoup plus vite, vous faites comme ça là, en 5 secondes je crois, le seau est vidé. Donc vous faites un geste plus rapide et puis vous videz et puis vous arrosez le potager. La deuxième technique pour gagner du temps en arrosage, c'est d'avoir le bassin directement relié à un tuyau. Le tuyau qui va le tuyau qui va directement dans le potager. Et moi j'ouvre la vanne sur le bassin et j'arrose directement le potager. Donc comme ça, j'ai même pas besoin de remplir les seaux pour arroser le potager. Et donc là on voit que j'ai mis un bassin ici, donc qui sert aussi pour les canards. Et donc l'eau est fertilisée l'eau est polluée par les canards, mais ça sert de fertilisant. Et donc là on voit que j'ai amendé à peu près 1 tonne de feuilles et de broyat pour le potager. Ça m'a évité d'avoir à faire trop de désherbage et en même temps ça fait un enrichissement. Donc là on voit ici les petits filets, c'est sympa ça. Vous pouvez faire des potagers. Donc là j'ai fait une ligne de pommes de terre en fait. J'ai fait 30 mètres de pommes de terre. Alors je vous montre un peu, on se retourne, on verra dans la longueur. Donc, vous voyez ici, 30 mètres. Ah non, il n'y a pas 30 mètres là, il y a 20 mètres à tout casser. Il y a 20 mètres un seul rang de pommes de terre sur toute la longueur. Des filets, on appelle ça des filets à lapin, 600 mm de haut. Donc ça empêchera pas les poules d'aller dedans, mais pour de la pomme de terre c'est suffisant en fait, parce que la pomme de terre c'est pas appétant pour les poules, donc elles vont pas faire l'effort de voler pour aller dedans, parce que c'est de moindre intérêt pour elles. Par contre si c'est de la salade, il faut compter 1,10 m. Là c'est sûr que... Donc voilà, tout simplement. Là, il y a un exemple de préparation de sol ici. C'est en fait, alors je vais tâcher de descendre. Voilà. L'année dernière, tout ce que j'ai fauché, les mauvaises herbes, etc., je les ai entassés ici. Vous voyez bien,
Je vais montrer un peu l'épaisseur. Donc voilà, ça c'est le compostage naturel. Vous voyez comment c'est. Il y en avait à hauteur du filet quand c'était rempli presque à ras-bord. Il y avait 600 mm de végétaux verts qui étaient là. Et ça a fini par intéresser les poules. Elles ont volé, elles ont été dedans, elles ont un peu gratté et secoué tout ça. C'est bien d'empêcher les poules d'aller dans un compostage comme ça parce que sinon les insectes ne font pas leur travail. Donc il faut quand même au maximum limiter l'accès aux poules parce qu'elles vont vous empêcher la décomposition du sol. Donc vous voyez, en fait finalement ces 600 mm ça s'est transformé en une petite couche de 10 cm, mais j'ai jamais désherbé en fait. Là je l'avais jamais cultivé, j'ai juste mis un tas et puis en fait ça prépare le sol sans avoir à le bêcher. Enfin il faudra sûrement le bêcher un peu, mais ça amende bien et puis ça évite le désherbage. Je vais vous montrer un exemple de dégâts causés par les poules. Alors moi j'ai que 5, enfin j'ai 4 poules et un poulet seulement. Et là on est auprès de l'amandier. Et vous allez voir au niveau du sol ce qui se passe. Normalement, autour de l'amandier, c'est tout vert. C'est là où il y a la plus belle herbe du terrain. Parce que l'amandier laisse tomber des coques, ce qui fait beaucoup de matière organique et se décompose. Et du coup, l'herbe est le sol est plus fertile à cet endroit-là, il est plus noir. Et les herbes sont hautes et bien plus belles. Et le fait de... Alors là j'ai déplacé le filet pour empêcher les poules de continuer à faire des dégâts. Parce qu'on voit que toutes les coques là, elles ne devraient plus être là. Elles devraient toutes décomposer. Et elles ne le sont pas parce que les poules ont trop chassé les insectes qui les mangent. Et donc ça a créé un déséquilibre biologique. Et c'est pour lutter contre ce déséquilibre biologique, j'ai été obligé de remettre le filet. Et vous voyez, même seulement 5 poules sur 1800 m², ça peut quand même créer un déséquilibre biologique si elles insistent trop sur un endroit. Et là c'est le cas, donc j'ai dû intervenir pour régler le problème, pour que mes amandes disparaissent et soient mangées par les insectes. Donc le filet, il restera toute l'année jusqu'à ce que l'herbe revienne. Voilà. Et alors une technique qui est intéressante, c'est comme un amandier, ça vous fait une terre avec un bel humus. Et bien en fait j'ai fait un petit potager circulaire autour de l'arbre, ce qui permet de récupérer la fertilité du sol liée à l'amandier. Donc je me mets juste un peu, je me mets sur la bordure extérieure de l'arbre, vraiment sur la limite, et puis je fais un cercle comme ça, enfin là j'ai fait un demi-cercle. C'est ce qui permet, ici c'est aussi des rangs à pommes de terre. Voilà ce que je peux dire, et donc tous les ans aussi, mes tailles de branches, en fait c'est ni plus ni moins que mes piquets que je récupère pour les filets. Parce qu'en fait souvent les filets, ils mettent un poteau tous les 3 mètres mais c'est pas suffisant. Il faut rajouter, vous voyez, pour tendre le filet vraiment et que ça tienne, il faut rajouter des vrais poteaux quoi. Parce que ces petits filets, bon c'est bien, alors c'est des filets de 50 mètres. Mais 50 mètres c'est vite mangé. Vous voyez c'est tout mou. C'est du PVC. Alors j'en ai jamais cassé, mais alors pour tendre, il faut rajouter des vrais piquets quoi. Alors idéalement, plutôt que de mettre des piquets morts, là je l'ai fait à un endroit. L'idéal c'est de mettre des arbres. Vous mettez des arbres autour de votre potager et ça permet de tendre le filet. Alors là on voit un exemple. Là. Je me suis servi d'un arbre vivant comme poteau tendeur. Ici, donc là c'est un grand tige qui a bien pris. C'est un poirier. Donc c'est plus intelligent d'avoir des piquets vivants parce qu'au moins ils vont pas pourrir. Et puis ça vous fera un petit peu d'ombre pour le potager. Donc c'est plus intelligent. Bon, c'est très compliqué parfois d'aménager un simple rectangle parce qu'en fait on veut faire des choses originales, on veut donner de la complexité. Et là je vous montre la haie de romarin qui a été taillée et qui est en fleurs, qui est magnifique. Hop, il y a des filets. Voilà. Et alors, quand vous mettez ça tout le tour de votre terrain,
Ah ben, ça sent bon la Provence, c'est magnifique. Et c'est une barrière à tiques et à puces. Et puis alors c'est mellifère quoi, au maximum. Et surtout le romarin, bah, ça fleurit quasiment toute l'année. Il n'y a qu'une petite période de l'année en hiver où c'est pas fleuri. Et moi j'ai deux espèces. J'ai une espèce qui est bleu clair, là vous voyez, presque blanche. L'autre qui est bleu plus foncé. Voilà, faut pas hésiter à mélanger un peu les couleurs de romarin. Parce que parfois vous avez une petite alternance. Pendant 1 ou 2 semaines, il fleurit pas, et puis c'est l'autre qui fleurit, ça s'alterne. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà, ça c'est un exemple, un exemple d'erreur, c'est des Elaeagnus, mais ils sont pas à fruits. Donc depuis que j'ai trouvé sur internet des Elaeagnus à fruits, eh ben, je privilégie les Elaeagnus à fruits. C'est quand même nettement plus intéressant que de faire de l'Elaeagnus qui fait beaucoup de bois, hein, mais qui va pas être nourricier en fait. C'est exactement la même espèce, c'est juste que c'est la version comestible qui existe, quoi. Donc voilà. Alors les pierres sèches, si vous aimez mettre des pierres sèches dans votre terrain, sachez que d'abord, je peux vous montrer, il faut que, je vais vous faire écouter. Vous voyez ce bruit aigu là, c'est bon signe. Ça veut dire que c'est de la pierre très dense, très lourde, qui a peu de chances que l'eau rentre à l'intérieur et qui est peu poreuse. Donc résistante au gel. Ça c'est de la pierre qui vient d'ici, c'est celle qui est dans le sous-sol. Ici il y a 5 mètres de pierre dure comme ça, et après c'est du tuffeau, c'est de la pierre tendre. Donc c'est très étrange, mais le sous-sol est fait comme ça. Et donc l'idéal c'est de vérifier pendant 1 an, au moins l'idéal c'est de faire pendant 3 ans, mais vous vérifiez si elles éclatent au gel ou pas. Et celles-ci elles éclatent pas au gel. C'est aussi bon que de la pierre de Bourgogne. Donc une pierre de Bourgogne c'est 72 cycles de gel au niveau des tests. Donc ça fait partie des très bonnes pierres, hein. C'est de la pierre qu'on peut utiliser pour faire du pavé. Voilà, et ça peut arriver que vous ayez un son aigu et que la pierre soit poreuse, hein. Ça m'est arrivé. Donc c'est gratuit, hein, les pierres comme ça, hein. Faut aller les chercher avec une remorque, les gens les donnent en général. Alors si vous faites comme ça, des pierres sèches comme ça pour délimiter des zones, sachez que vous allez avoir des souris. Je vais relever la caméra. Vous aurez des souris et sachez que les chats sont très contents. Ils viendront chasser chez vous. Et vous aurez aussi beaucoup d'escargots. Parce que c'est des nids à escargots. Donc si vous n'avez pas de canard, si vous n'avez pas de poule pour tuer les escargots, vous risquez une invasion. Sachez-le. Donc c'est un point important. Voilà. Vous voyez, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je ne sais pas. Je peux vous montrer d'autres choses. Hop. Alors ça c'est un gadget que j'ai acheté, c'est une parabole solaire, la plus grosse qui est protégée sous bâche parce que c'est la qualité. Alors elle fait 1,7 m de diamètre si je me souviens bien. Non, elle fait pas, non, elle fait pas moins. Enfin, c'est la plus grosse qu'on trouve sur le marché. Et franchement c'est gadget. Parce que si vous voulez faire cuire à 17 h ou 18 h du soir, même que vous orientez bien ça va vous faire du réchauffé à 18 h. Et vous n'aurez jamais rien à cuire. Vous pouvez cuire que à midi, plein soleil, à pleine puissance. Donc, et alors le potager c'est quelque chose d'assez compliqué. Alors moi ce que je recommande beaucoup pour les débutants, si vous êtes débutant moi je peux dire que je suis débutant en potager, hein. J'ai planté 150 fruitiers, mais en potager ça fait que 2-3 ans que je travaille sur le sujet. Je vous montre, privilégier toutes les plantes qui sont vivaces. Là c'est du chou perpétuel. Bon, la salade c'est facile, hein. Un débutant il peut réussir la salade. Faut-il encore la planter au bon moment et choisir les bonnes graines, mais il n'y a que ça. Et puis il faut arroser quoi. Mais franchement quand on prend des plantes, alors il existe les choux perpétuels, il existe l'ail perpétuel, il existe l'oignon perpétuel.
Bon, bah, quand vous mettez ça, c'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus robuste. Alors la batterie est coupée, on reprend ici. Maintenant je vous montre un peu plus en détail le deuxième bassin que j'ai mis pour le potager. Alors là on voit qu'il y a une vanne qui d'ailleurs peut ne pas être mise, hein. C'est possible de ne pas mettre de vanne, on peut être en prise directe. Et ce tuyau il vient distribuer en fait le petit potager que j'ai fait ici, alors le potager c'est 1, 2, 3, c'est la 4e zone de potager faite. Alors c'est pareil, il y a un accès pour les canards. Ce qu'il faut faire, c'est le bassin, idéalement, il faut qu'il soit là on a hauteur du genou, mais l'idéal ce serait de l'avoir à hauteur de jambe, c'est-à-dire presque 1 mètre quoi. Parce qu'en fait j'ai remarqué que quand on met par exemple, alors c'est pas là ça fonctionne très bien, mais ça serait plus rapide et plus productif si le bassin était plus haut. Il y aurait plus de pression. Donc voilà ce que je conseille. Moi quand j'aurai le temps je le ferai plus haut. C'est les essais qui permettent de montrer ce qui marche bien. Et là vous pouvez voir que j'ai carrément ajouté une poire au bout du tuyau. Vous voyez, et qui a des gros trous. Et je vais vous faire une démonstration d'arrosage, vous allez voir. Comme ça vous verrez l'efficacité. Je vais me prendre un peu loin. Alors, voilà. Alors pas besoin de mettre des portes hein, pour les filets. Hein. Hop. C'est pratique. Alors je vais expliquer pourquoi la vanne n'est pas obligatoire, c'est qu'en fait si votre poire elle est au-dessus du niveau du bassin, bah, ça fait office de vanne. Et quand je descends tout doucement, hop, on voit l'eau qui commence à sortir. Donc vous voyez, faites comme ça. Vous voyez, alors le fait d'avoir mis la poire, ça réduit un peu le débit, du coup ça augmente, c'est ça qui m'oblige à mettre le bassin plus haut en fait. Vous voyez, il faut comme ça. C'est rapide. Et hop, et l'arrêt de la vanne, on le lève et hop, c'est fermé. Voilà. Donc moi je préfère avoir une vanne hein, parce que bon, si j'oublie, si le tuyau tombe, s'il y a du vent, etc. Donc voilà l'exemple. Donc un bassin comme ça coûte, c'est un abreuvoir à vache, on appelle ça. Alors il faut savoir que pour les canards, on est obligé de le modifier, hein, parce que sinon on a des accidents. Ici il y a un rebord là, il faut le recouper pour pas que les canards se coincent la tête dedans. J'ai eu 3 morts à cause de ça. Ils rentrent leur tête, ils la tournent, et puis après c'est coincé, et puis ils n'arrivent plus à la sortir. Il suffit de faire un quart de tour pour la ressortir leur tête, mais ils ont pas, ils paniquent et puis. Et alors ce qu'il faut voir aussi, c'est le problème du gel. Alors les bassins ils craignent pas le gel, il n'y a aucun souci. Mais les tuyaux en polyéthylène d'adduction d'eau, ça craint pas le gel, c'est du plastique, c'est souple. Mais alors par contre les vannes qui sont en acier, enfin ou en laiton, ça faut faire attention. Donc n'hésitez pas à mettre du foin protégé, isolé à cet endroit là. Sinon vous pouvez avoir... parce qu'en fait ces vannes à sphère, quand elles sont fermées, elles ont... ça fait un petit cylindre d'eau à l'intérieur qui est prisonnier. Et sous l'effet du gel, ils vous font claquer les vannes et ça vous les fissure les vannes. Alors vous vous en rendez pas compte au début parce que tant que la vanne est fermée, ça fuit pas. Mais quand vous l'ouvrez, ça vous fait un jet d'eau, ça vous arrose, ça vous éclabousse. Donc voilà, c'est pas top. Donc c'est un point comme ça qu'il faut surveiller. Ah oui, un point que j'ai oublié de vous dire qui est important, c'est que quand on choisit son terrain, c'est un point très très important auquel beaucoup de gens ne pensent pas, c'est quelle est la profondeur de sol.
Et comment vérifier comment est la profondeur de sol? Alors ici, il y a entre 60 et 90 cm de terre. Alors la terre noire, celle qui est cultivable, c'est 10 à 20 cm. Alors il faut vérifier, 1, la profondeur, et 2, la concentration de cailloux. Parce que il y a des terrains, ils sont pas chers, ils sont bien situés, ils sont bien, ils ont tout, sauf qu'il y a 20 cm de terre et que du caillou en dessous. Et vous ne pourrez pas avoir de fruitier si vous avez 20 cm de terre. Faut le savoir, c'est important. C'est un terrain qui vaut rien. Un terrain qui n'a pas de profondeur de sol, vous ne pourrez rien en faire. Moi j'ai 60 cm et par expérience, sur tous les arbres que j'ai plantés, il y a un endroit où il y a une veine de calcaire où le sol ne fait que 40 cm de profondeur. Eh bien les arbres ont été en difficulté à cet endroit-là, précisément. J'ai planté un cerisier. Un cerisier, c'est quand même un arbre qui est très vigoureux. C'est rare qu'on ait des difficultés avec les cerisiers. Et il a été en difficulté. J'ai planté un pommier au même endroit, il était en difficulté. J'ai planté un prunier, il a été en difficulté. Donc à force, on finit par se dire, il y a un problème sur le lieu, à cet endroit-là. Et quand j'ai creusé, il n'y avait que 40 cm. Donc c'est un souci. 40 cm, c'est pas assez. Il vous faut 60. C'est le minimum pour des arbres fruitiers si vous voulez que ça se passe bien. Après, sinon, il faudra rajouter de la terre. Sinon, il faut rajouter 20 cm de terre si vous n'avez que 40. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui s'est passé. La phytoépuration, vous voyez, j'ai rajouté de la terre. Et il se trouve que c'est à cet endroit-là qu'il y a la veine. Et au moment même où j'ai rajouté la terre, les arbres, on doit avoir un moyen de géolocalisation de l'environnement dans lequel ils sont, parce que c'est comme s'ils savaient à l'avance combien il y a d'épaisseur de terre. Et quand j'ai installé la terre en plus, eh bien l'arbre il a ressenti une amélioration de son environnement et il s'est mis à pousser comme si le problème était résolu. Donc en fait il va faire ses racines sous les bassins, quoi. Il a compris la technique. Voilà. Donc faut faire très attention à ce point-là. Alors comment on fait pour vérifier la profondeur d'un terrain? Vous n'allez pas venir avec une pelleteuse, ça c'est certain. Le vendeur il va pas être d'accord. Mais vous prenez une pelle bêche, avec ou sans son accord, hein, ça c'est vous qui voyez, pourvu que vous puissiez vérifier. Et puis vous faites ça proprement, ça se verra pas. Mais vous faites un cylindre de terre bien propre et vous descendez jusqu'à toucher la roche. Si au bout de 60-80 cm vous n'avez toujours pas touché la roche, c'est aussi un point important parce que ça peut aussi jouer sur le coût de votre maison. Parce que par exemple, si vous avez une terre trop profonde, à l'inverse, s'il faut creuser 2 ou 3 mètres avant d'arriver au dur, les fondations de votre maison elles vont vous coûter cher. Faut le savoir aussi. Donc c'est des points importants que beaucoup de gens oublient de regarder. Donc, et alors il faut savoir aussi quel est le pH de la terre et quel est le type de sol, si c'est un sol sableux acide ou si c'est un sol argileux lourd. Bon, sur du sol argileux lourd, vous pourrez planter beaucoup plus de variétés que sur un sol très acide et sableux, parce que la terre lourde retient l'eau beaucoup plus que le sable. Donc ça à prendre en compte. Est-ce que le terrain retient l'eau ou retient pas l'eau aussi? Ça c'est un point important. Est-ce que vous pourrez faire une mare à canard ou pas? Moi, là on a vu, c'est tout sec. Moi ça retient pas l'eau. C'est une terre lourde mais ça retient pas l'eau. Parce qu'il y a un petit pourcentage de sable dedans. Donc c'est des points importants. Parce que si vous avez un terrain qui retient trop l'eau, vous allez avoir des problèmes avec les fruitiers. Parce que les fruitiers n'aiment pas que les sols saturés en eau. Donc il faut quand même un sol lourd, oui, qui retient l'eau l'été, oui, mais pas trop. Donc c'est des points à vérifier. Et ça, les informations, vous les aurez auprès des agriculteurs, vous les aurez auprès des voisins. Et aussi un point important, c'est quand vous achetez un terrain, il faut rencontrer les gens qui sont aux alentours, voir si vous n'arrivez pas en terrain hostile.
faut aussi vérifier qu'il n'est pas prévu qu'il y ait une autoroute qui soit construite en direction de votre terrain, ou une voie ferrée, ou des choses comme ça. Des choses auxquelles on ne pense pas, mais ça peut se transformer en drame, parce que si vous êtes exproprié après votre achat, ça ne va pas vous faire rire, parce qu'on ne vous rachètera pas le terrain le prix que vous l'avez payé, c'est ça que vous pouvez en être sûr. Donc c'est des points à vérifier, c'est pour ça qu'il faut rencontrer le voisinage. Moi mon terrain je l'ai trouvé en faisant du vélo, parce que en fait si vous achetez votre terrain sur le Bon Coin ou chez les agents immobiliers, vous allez payer le double. Ici j'ai payé 6,50 € du mètre carré et c'était cher. Mais 6,50 € du mètre carré, j'avais trouvé 4 €. Honnêtement, j'avais trouvé 4 €, beaucoup plus grand, sol sableux. À l'époque c'était un terrain inondable, donc je ne l'ai pas choisi. Il y a eu des aménagements hydrauliques, donc j'ai peut-être eu tort en fait finalement. Mais ce qui m'a décidé pour ce terrain-là, c'est surtout la distance de la ville. Parce qu'en fait, si comme moi vous avez un appartement, le meilleur investissement que vous puissiez faire, le premier achat que vous puissiez faire, c'est d'acheter un terrain. Vraiment, acheter un terrain, le bonheur est dans le jardin. C'est là où vous aurez tout le bénéfice vraiment. C'est acheter un terrain. Donc, s'il est constructible, c'est encore mieux. Vous pouvez espérer faire une maison en plus. Alors bien sûr, le terrain constructible, c'est beaucoup plus cher. Mais c'est aussi beaucoup plus facile à revendre et beaucoup plus valorisable. Idéalement, c'est d'avoir un terrain constructible plus de la terre agricole. Ça, c'est le bonheur, forcément. Mais la distance du village, de la ville qui fait 6000 habitants, là, en vélo, j'ai 6 km pile poil. Et ça, c'est une distance idéale. Parce que, en toutes circonstances, même s'il y a des problèmes de pénurie de pétrole ou des blocages différents et autres. Et puis ça permet de faire du sport, ça permet de. Parce que en fait les efforts physiques au jardin, c'est pas. C'est pas. Je veux dire, c'est du sport, mais c'est pas. Les jambes ne travaillent pas assez, le sang circule pas assez. Vous éliminez pas quoi. Donc c'est super de partir de la ville, de faire 6 km en vélo et de revenir, c'est la bonne distance en fait. C'est pas trop long dans le temps et c'est vraiment idéal pour le plaisir quoi en fait. Voilà. Parce que si vous êtes à 8 km, 10 km, bon si vous êtes un cycliste routier, vous pouvez augmenter la distance, mais en VTT ou en BMX, 6 km c'est un peu la limite quoi. Voilà. Parce que aller-retour, ça fait 12 km, faut pas oublier. Voilà, les choix que moi j'ai choisis. Je peux vous parler aussi du problème il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, les oiseaux, ils mangent mes fruits ». Moi, les oiseaux, il y en a plein, vous les entendez, et encore, ils sont pas tous là. Il y a 500 étourneaux dans un des arbres là-bas qui nichent régulièrement. Donc c'est pour vous dire, il n'y a pas mieux qu'un étourneau pour attaquer les arbres et les fruits. Et bien moi, il ne les mange pas mes fruits. Alors pourquoi ? Parce que je leur donne de l'eau. Ici, il y a une vasque en hauteur. Je vous la montre. Alors c'est le premier achat que j'ai fait. J'ai trouvé ça sur le Bon Coin, à 60 €. Une vasque comme ça intéresse énormément les oiseaux. Et les oiseaux, ils mangent les fruits, mais c'est pas pour la nourriture, c'est pour se désaltérer, principalement. Alors de temps en temps, ils picorent quelques fruits. Bon, moi j'avoue, ils m'en picorent 10 à 20%, pas plus. Et parfois, je vois même pas qu'ils les ont picorés. Et c'est parce que j'ai mis de l'eau. Alors ils peuvent boire là, ils peuvent boire là. Alors ils vont pas boire dans le bassin des canards parce que c'est pas l'eau qui a le meilleur goût, mais il y a des bassins qui ne sont pas accessibles aux canards, comme là-bas. Et ça, les oiseaux viennent boire. Et s'ils ont bu, ils iront pas picorer vos cerises, ils iront pas picorer vos prunes. Et ça, beaucoup de gens le savent pas. Il faut donner à boire aux oiseaux, c'est très important. Et il faut remplacer l'eau régulièrement, parce qu'ils boivent dedans, mais ils font caca et pipi dedans, ils se nettoient les ailes, etc. Donc l'eau, il faut la changer, je dirais une fois par mois, ou toutes les 2 semaines. Mais enfin bon, c'est un petit volume d'eau, c'est pas un problème.
Voilà ce que je peux vous dire. Je pense que je vous ai tout dit sur le choix du terrain. C'est des points. Ah oui, sur les clôtures aussi, quand vous négociez le prix, vérifiez à qui appartiennent les clôtures. Si les clôtures appartiennent aux voisins, faut pas considérer que le vendeur puisse augmenter son prix sous prétexte que le terrain est clôturé. Parce que moi c'était le cas, hein. J'avais 1, 2, 3 clôtures existantes et il manquait juste un petit morceau de 50 mètres. Et si le vendeur vous dit c'est tout clôturé, donc le prix s'étend, c'est 8, 10 euros du mètre carré, etc. Et demandez mais à qui appartiennent les clôtures? Parce que si elles n'appartiennent pas aux vendeurs, les clôtures, c'est zéro, ça vaut zéro. Parce que ce qui se passe, c'est que vous ne maîtrisez pas, là moi j'ai des soucis avec les clôtures, parce que vous ne maîtrisez pas la qualité de vos clôtures, vous ne maîtrisez pas l'entretien des clôtures. Si vous voulez électrifier, vous protéger des renards, etc. Si vous avez un chien, pour pas qu'il déchire le grillage, il vous faut du grillage spécial chien, 3 mm d'épaisseur, soudé, en maille de 50, comme ça le chien il ne pourra pas déchirer le grillage pour s'échapper quand une femelle est en chaleur, etc. Tout ça c'est des points auxquels on ne pense pas au début, mais c'est des points importants où vous allez devoir investir probablement pour une clôture qui convient à vos applications, parce que si vous avez des oiseaux, des poules ou des canards, vous allez devoir sûrement avoir ou un chien, avoir une clôture, pas premier prix, une clôture de qualité. Et voilà, c'est un point important, donc ne payez pas le prix de ce que le vendeur ne possède pas finalement, et qui vous fait croire posséder, et qui vous enjôle. Donc en fait, ce qu'il faut savoir aussi pour négocier le prix, c'est que si vous avez un chemin comme moi, pour mener à une parcelle pour construire la maison, vous allez avoir un surcoût EDF, parce que quand vous êtes à plus de 40 mètres, je crois, non, plus de 30 mètres du point d'approvisionnement auprès de la route, ils vous mettent un deuxième compteur. Ils vous font payer le double, quoi. Donc quand il y a une distance comme ça importante depuis la route au réseau électrique, et il faut baisser le prix, faut baisser le prix du mètre carré, parce que vous allez avoir un surcoût pour amener l'énergie à la maison. Tout ça, c'est des points auxquels on ne pense pas. Et quand on négocie, il faut dire ce qui ne va pas sur le terrain. Tout ce qui ne va pas sur le terrain, il faut lister et puis faire comprendre au vendeur que son terrain, il vaut tant. Et puis voilà, et puis vous dites que vous êtes intéressé, mais le prix, ça coince, quoi. Voilà ce que je peux vous dire. Donc c'est sûr, s'il y a des gens qui écoutent ma vidéo, de 6,50 € du mètre carré, quand dans le sud de la France, on paie 250 € du mètre carré, voire plus. Alors évidemment, si vous allez dans des régions urbaines, denses, à haute densité de population, plus il y a de population, plus le prix du mètre carré est cher. Donc voilà. Là, 6,50 €, moi je trouve que c'est déjà cher. Mais il y en a qui paient beaucoup moins cher que ça. Mais voilà, ça dépend où vous vivez, ça dépend de la densité de population. Voilà, et c'est des points importants. Dans la négociation du prix, est-ce qu'il y a déjà... alors il y a aussi le tout à l'égout, il faut penser à ça. Privilégiez des villages où il n'y a pas de tout à l'égout. Vous paierez beaucoup moins d'impôts. Et puis vous faites une phytoépuration, vous ne polluerez pas l'environnement, etc. Et ça sera mieux même que les assainissements publics. Parce que les assainissements publics, ils envoient tout dans la rivière. Et puis la filtration, l'eau, vous n'allez pas la boire, ça je peux vous le dire. Donc voilà, c'est les bons trucs pour avoir un bon prix. Voilà. Et bon j'espère que vous ferez comme moi, vous aurez un jardin, le jardin du bonheur. Voilà, allez, au revoir.